Vous connaissez cette couleur dorée, ce goût irrésistible du pain? Si je vous disais que derrière se cache une réaction chimique qui ne se produit pas seulement dans la nourriture. Et oui, elle se produit dans un autre milieu organique que vous connaissez bien, votre propre corps. Paris, 1912. Un biochimiste français du nom de Louis-Camille Maillard cherche à comprendre comment se forment les protéines, ces molécules essentielles à la vie. Les protéines sont de très grandes molécules que l'on retrouve un peu partout dans le corps humain. Elles jouent un rôle structural en participant au renouvellement des tissus musculaires, de la peau, etc. Mais elles sont aussi impliquées dans de nombreux processus comme la réponse immunitaire, le transport de l'oxygène dans l'organisme ou encore la digestion. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les scientifiques cherchent donc à comprendre comment se forment les différents composants du corps humain, et notamment les protéines. Pour cela, ils essayent d'assembler des acides aminés, qui sont les différentes briques de construction des protéines. On retrouve des noms comme Emil Fischer, chimiste allemand lauréat du prix Nobel en chimie en 1902, qui a beaucoup travaillé sur la formation et la dégradation des peptides, donc des assemblages de chaînes de quelques acides aminés. Maillard, il fait partie de ces chercheurs, et il travaille sur une alternative qui pourrait se produire dans un système physiologique, donc par exemple le corps humain. La méthode d'Emil Fischer a pour double caractère d'être indirecte et artificielle. Elle est artificielle car elle met en jeu l'alcool absolu, le gaz chlorhydrique, le brome, le chlorure de thionyle, l'ammoniac concentré, bref, tout un arsenal de réactifs violents dont ne dispose pas le corps humain ni les autres organismes vivants. D'après Louis-Camille Maillard, les expériences d'Emil Fischer utilisent donc des réactifs chimiques considérés comme violents et qui sont absents du corps humain. Il était aussi courant d'utiliser du glycérol pour réagir avec les acides aminés. Mais pour se rapprocher d'un milieu physiologique, il va donc faire le choix d'utiliser un sucre, autrement appelé glucide, le glucose. Et là, les peptides attendus ne se forment pas. À la place, le mélange réactionnel commence à brunir et du dioxyde de carbone s'échappe. On donne le nom de glycation à cette réaction spécifique entre un glucide et une protéine. Un mélange de glycine et d'un excès apparent de glucose, mis en solution aqueuse concentrée et portée à 100 degrés, bruni au bout de quelques minutes, puis mousse par suite d'un abondant dégagement gazeux, et laisse comme résidu une masse amorphe d'un brun noir en grande partie insoluble dans l'eau. Concrètement, dans le corps humain, cette réaction peut notamment avoir lieu lorsqu'une quantité trop importante de sucre circule dans le sang. Ces glucides vont alors réagir avec les protéines qui se trouvent dans nos tissus. Paradoxalement, dans ces articles, Maillard ne mentionne pas la nourriture. Avançons dans le temps, dans les années 1940. Je ne sais pas si ça vous parle, il s'est passé un petit événement dans le monde pendant quelques années dont on n'entend pas beaucoup parler. Avec la Seconde Guerre mondiale vient un besoin urgent, stocker la nourriture et la rendre non périssable en la séchant ou en la traitant à la chaleur. L'industrie alimentaire cherche alors à comprendre la réaction de brunissement, non pas pour l'exploiter, mais pour l'éviter dans les aliments déshydratés comme la poudre de lait ou les fruits secs. C'est alors plus ou moins à partir de ce moment que l'on s'intéresse de manière plus poussée à la réaction de Maillard, notamment pour la nourriture. Pendant les années 1950, plusieurs chercheurs publient des articles pour expliquer les différentes étapes de la réaction de Maillard. On retrouve notamment un chimiste américain, John E. Hodge, qui est souvent cité. Il divise la réaction en 3 phases. Tout commence lorsque, sous l'effet de la chaleur, des sucres et des protéines entrent en contact. Dans un premier temps, un sucre réducteur comme le glucose, le fructose que l'on retrouve plutôt dans les fruits et le miel, ou le lactose que l'on retrouve plutôt dans le lait, réagit avec un acide aminé d'une protéine. Une molécule d'eau s'échappe alors, liant les deux molécules, ce qui donne une base de Schiff. Hugo Schiff découvre en 1866, donc 46 ans avant les travaux de Louis-Camille Maillard, que les molécules comportant une structure chimique particulière peuvent réagir notamment avec des acides aminés, formant des composés sombres, notamment bruns. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Les réactifs utilisés dans d'autres expériences, comme l'éthanol ou le glycérol, ne possèdent pas tout à fait la même structure que les sucres. Les produits obtenus lors d'une réaction entre ces réactifs et un acide aminé ne sont donc pas les mêmes qu'entre un glucide et un acide aminé. Puis, la base de Schiff subit un réarrangement, c'est-à-dire que les atomes vont migrer au sein de la molécule afin de la rendre plus stable. En réalité, c'est surtout la double liaison à l'origine entre le carbone et l'azote qui va migrer. Mario Amadori, un chimiste italien, a décrit cette étape en 1925 alors qu'il étudiait la réaction de Maillard. On parle alors de réarrangement d'Amadori. Les molécules obtenues sont plus réactives que le sucre, donc elles vont pouvoir se lier plus facilement à d'autres molécules.
Lors de la troisième étape, les produits précédemment obtenus vont réagir entre eux, mais aussi avec d'autres acides aminés, ce qui donne cette fois les produits de glycation avancés, les AGE. Ce sont ces molécules qui sont responsables des saveurs, des arômes et de la couleur des aliments grillés. On associe cette réaction de glycation à Louis-Camille Maillard. D'ailleurs, on parle couramment de réaction de Maillard en français. Mais en réalité, ce sont donc plusieurs chercheurs, certains même plus d'un demi-siècle avant Maillard, qui ont contribué à sa découverte et à son exploration mécanistique. Ces travaux remontent jusqu'en 1856. Lucien Duzard, un chimiste français, décrivait déjà pour la première fois la réaction entre un sucre et un composé azoté, l'ammoniac. Il serait donc plus juste d'utiliser la terminologie de réaction aminocarbonyle, comme le fait John Hodge dans ses articles. Les recherches qui font l'objet du présent mémoire et dans lesquelles j'ai étudié les phénomènes de condensation de divers ordres que subissent les acides alpha-aminés en présence de la glycérine et des sucres ne sont qu'un petit fragment de la somme énorme de travail qu'ont dû fournir les chimistes depuis près d'un siècle bientôt dans l'espoir d'élucider, par la double voie analytique et synthétique, le problème des albuminoïdes. Maillard lui-même reconnaissait donc s'inscrire dans une longue lignée de travaux scientifiques sur les interactions entre sucre et composés azotés. Ce qui est intéressant ici est de se rappeler qu'une découverte scientifique, aussi significative soit-elle, est rarement le fruit du travail d'une seule personne. C'est plutôt l'accumulation de divers travaux de diverses personnes qui permettent d'avancer dans la compréhension d'un phénomène. Aujourd'hui, cette réaction intéresse toujours les chercheurs, aussi bien dans l'industrie alimentaire que dans la santé. On l'étudie notamment pour son rôle dans le vieillissement, le diabète et les maladies cardiovasculaires, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors la prochaine fois que vous croquez dans un aliment grillé, demandez-vous, est-ce juste du goût ou une transformation bien plus profonde ?